Mesdames et messieurs, chers amis de l'Institut culturel italien, bienvenue à cette rencontre sur le théâtre grec. Nous avons aujourd'hui avec nous le professeur Philippe Brunet, qui n'est pas seulement un helléniste, mais qui est aussi un metteur en scène et un producteur de théâtre. Et nous avons aussi Madame Marina Valencise, qui est membre du conseil d'administration de l'Institut national du drame ancien, qui gère le théâtre grec de Syracuse. C'est avec eux que je voudrais réfléchir sur l'actualité du théâtre grec en général et sur le fait que notre culture classique risque de se perdre aujourd'hui. Comment la reviver, comment la relancer, quelle est l'importance pour notre civilisation de garder vivante notre tradition humaniste. Mais commençons par des présentations des théâtres et des activités de nos hôtes. Madame Valencise, si vous pouvez nous parler du théâtre grec de Syracuse et de son histoire si importante dans la tradition italienne. Oui, alors bonsoir d'abord. Je suis ravie d'être avec vous, de retourner à Paris, à l'Institut culturel italien, dont j'étais la directrice entre 2012 et 2016. Donc, je suis particulièrement heureuse de cette possibilité que vous avez organisée. Le théâtre grec de Syracuse est l'un des théâtres les plus anciens d'Europe, hors la Grèce. Il fut bâti, il fut sculpté dans la colline théménite au 7e siècle avant la naissance de Jésus-Christ, et il fut donc le théâtre qui mit en scène les tragédies d'Échille au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec la présence d'Échille lui-même, qui d'ailleurs, comme M. Brunet doit savoir, mourut en Sicile, à Gela, frappé par le coup de tête d'un aiglon qui avait dans son bec une tortue. Et le théâtre grec de Syracuse est un vestige très important de la civilisation ancienne, et surtout a une histoire particulière, parce que dans l'époque moderne, il fut complètement abandonné et il devient le terrain pour les pasteurs, les bergers, les agriculteurs qui avaient leurs activités. Il y avait même un moulin, une série de moulins qui étaient bâtis sur les tribunes du théâtre ancien. Au début du XXe siècle, un petit groupe de mécènes siciliennes qui appartenaient à la haute bourgeoisie, à l'aristocratie éclairée, décide de renouveler, de faire renaître les théâtres anciens, parce qu'ils ont envie de mettre en scène des tragédies classiques dans le contexte, dans le lieu même du théâtre grec de Syracuse. Donc, ils forment un comité de mécènes, ils se cotisent, chacun d'eux investit et se cotise pour former les capitales qui permet d'organiser la première saison en 1914. Ils mettent en scène le premier acte de l'Orestée d'Échille, l'Agamemnon, et ils interrompent tout de suite cette saison parce que la Première Guerre mondiale éclate, et il y a d'abord la guerre, ensuite l'épidémie d'Espagnols. Ce qui se passe, c'est que 7 ans après, en 1921, le même groupe de mécènes siciliennes qui se regroupent autour d'un personnage, d'un mécène assez intéressant qui est le comte Gargallo, le comte Mario Tommaso Gargallo, le vrai fondateur de cet institut du drame ancien que je représente aujourd'hui, décide de doubler la mise, et donc ils renouvellent leurs efforts pour lancer le 2e cycle des spectacles classiques dans les théâtres grecs. Ce 2e cycle a un tel succès
qu'il devient un rendez-vous annuel et 3 ans plus tard, le gouvernement, à l'époque le gouvernement de Mussolini, décrète l'institution de l'Institut du drame ancien. La particularité intéressante, c'est que dans toute l'Europe du début du XXe siècle, de la fin du XIXe siècle, il y avait cette mode des spectacles classiques en plein air. Parce que la mode à l'époque, et M. Brunet va nous le confirmer, c'était de ressourcer et de renouveler les théâtres modernes, les théâtres bourgeois, le théâtre di prosa, comme si je dis en Italie, les théâtres bourgeois, par l'énergie et par le message de la littérature classique, des tragédies de l'époque de la Grèce classique. La singularité de Syracuse, c'est que cette tradition qui était répandue à Orange, en France, avec la Renaissance latine, à Berlin, partout dans le monde, a survécu seulement à Syracuse. Pourquoi? Parce que le contexte est tellement unique et tellement extraordinaire, parce que les ruines du théâtre grec sont tellement formidables, puisqu'ils s'en servent dans les ruines de ce site archéologique formidable qui est la Néapolis de Syracuse, que à partir d'une initiative épisodique ou d'une initiative éphémère, ici à Syracuse, ce groupe de mécènes a réussi à fonder une tradition ultracentenaire. Cette année, l'Institut du drame ancien, pour rendre hommage, pour célébrer l'anniversaire, le 100e anniversaire de la reprise des représentations classiques au théâtre grec de Syracuse après la Grande Guerre et après l'épidémie d'Espagnol, a organisé une exposition multimédiale assez importante consacrée à l'Oresté, Oresté Acte 2, qui voit donc la participation du metteur en scène David Livermore comme superviseur, comme inspirateur, comme superviseur de cette installation, de cette exposition, et surtout un effort critique assez important d'une série de chercheurs qui ont été regroupés par la Fondation et par moi-même afin de présenter un album photographique inédit qui reprend le spectacle d'Echo et Fort en 1921 et qui permet à travers une vidéo animation de se plonger dans l'atmosphère même du théâtre grec il y a un siècle. En plus de ça, nous allons présenter la saison de 2021. Nous avons organisé une très belle saison, malgré la pandémie. C'est une saison complète avec 3 œuvres importantes. Coëphore et Euménide d'Eschyle, c'est-à-dire actes 2 et 3 de l'Oresté d'Eschyle, mise en scène par David Livermore, qui va nous rejoindre. Ensuite, Bacchante d'Euripide, mise en scène par Carlos Padrissa, qui est un grand directeur catalan, fondateur de la Fula del Baus. Et enfin, la comédie d'Aristophane, les Nuages, mise en scène par Antoine Calenda. Mais la singularité de cette année de pandémie, c'est qu'elle nous a permis de programmer non seulement une saison, c'est-à-dire la saison 2021, mais la saison 2022 aussi. Et l'année prochaine, nous allons donc mettre en scène sur les planches du théâtre grec de Syracuse l'Oresté, la trilogie complète de l'Oresté d'Eschyle, toujours en coproduction avec le Teatro Nazionale di Genova, dirigé par David Livermore, qui est le directeur de cette production de cette année. Ensuite, nous aurons un Roi Édipe de Sophocle avec un grand metteur en scène international. Et finalement, nous aurons l'Iphigénie en Tauride de Euripide avec la régie de Jacopo Gassman. Jacopo Gassman est un jeune metteur en scène qui est, entre autres, le fils du célèbre Vittorio Gassman. Donc, pour la première fois dans l'histoire ultracentenaire de Linda, grâce à la pandémie, nous avons programmé 2 saisons au lieu qu'une,
et nous allons attendre une réponse importante par le public international qui suit depuis des décennies nos activités et qui connaît le théâtre classique souvent mieux que les Italiens eux-mêmes. Nous avons du public qui nous suit partout dans le monde, des Américains, des Français, des Allemands. L'année dernière, nous avons réalisé un lien à travers la connexion digitale et le streaming avec le monde entier qui nous a permis de rejoindre des spectateurs de nos activités, de nos spectacles dans tout le monde, de l'Alaska au Japon, de la Chine à la Russie, de l'Ukraine jusqu'à l'Argentine. Et nous sommes donc très conscients du rôle important, du rôle unique de l'Institut du drame ancien. Comme vous voyez, je me trouve ici dans la bibliothèque qui fait partie de l'Institut du drame ancien, qui a été fondé par Mario Tommaso Gargalla au début du XXe siècle et qui a pour mission non seulement la mise en scène du théâtre classique, mais la diffusion de la connaissance sur la tradition classique. Donc, nous accueillons des chercheurs, nous publions une revue, nous sommes aussi un musée et nous avons un archive important parce que tous les grands hellénistes sont passés par l'INDA, non seulement les Italiens, mais les Allemands et les Français et les Anglais. Et surtout, nous avons un archive considérable sur le plan musical parce que tous les grands compositeurs du XXe siècle sont passés par l'INDA, ils ont participé directement aux mises en scène et à la création et la production des spectacles anciens sous la forme nouvelle de l'Institut du drame ancien. Madame Valencise, pour cet aperçu général des activités du théâtre grec de Syracuse, dont nous voyons que l'essor, peut-être d'une certaine manière grâce à la pandémie, s'est même amplifié et a répandu des zones du globe que le théâtre lui-même ne pouvait pas atteindre comme ça avec son public traditionnel. Tout à fait. Je vois que M. David Livermore vient de nous rejoindre sur ce plateau consacré au théâtre grec et à la culture classique. Et donc, je voudrais maintenant lui passer la parole pour avoir un autre témoignage de l'expérience d'un autre théâtre, mais aussi d'un autre producteur de spectacles de théâtre grec. Monsieur Livermore, à vous la parole. Merci, monsieur. Bonjour à tout le monde. Je m'excuse pour quelques minutes de retard. Je suis vraiment honoré et tellement content d'avoir la possibilité de parler d'un lieu vraiment important pour la culture mondiale, parce que je pense que le théâtre grec de Syracuse est vraiment un lieu spécial, pas seulement pour le lieu comme il était fait ou l'atmosphère, mais vraiment pour l'importance parce qu'il est témoin de la vie du théâtre, de fait que le théâtre, c'est quelque chose qui a créé l'unité, la communauté des hommes autour au théâtre a compris l'importance de la participation sociale, de l'importance de vivre la vie en communauté et sa vie en communauté a été créée aussi dans la participation de la gente au théâtre et veut dire que le théâtre, c'est quelque chose qui va donner la nourriture pour l'âme. Travailler à Syracuse est vraiment des expériences plus importantes de ma vie. J'ai fait beaucoup de choses dans toutes les parties du monde, mais Syracuse, c'est un lieu où on a la possibilité de faire quelque chose pour le futur. Et pour faire quelque chose pour le futur, comme dit Giuseppe Verdi beaucoup de fois, pour créer le futur, on doit comprendre le passé, on doit, grâce au passé, on comprendre qui nous sommes maintenant et où nous pouvons aller dans le futur. Pour créer
en sorte de nouvelle avant-garde théâtrale. On doit passer tous les fois pour l'importance du théâtre grec, pour l'importance de notre origine. Et était comme ça à la fin du XVIe siècle, à Florence, les Italiens de Florence, dans la Camerata de Bardi, a créé l'opéra lyrique, a créé quelque chose qui était une complète révolution dans le monde. L'addiction de tous les arts dans la simultanéité. Et ça vient parce que les artistes de la Camerata de Bardi vont à étudier. Qui va étudier? Le grec va étudier l'ancienne tragédie. Le père de Galileo Galilei, Vincenzo Galilei, fait les traductions d'Aristote, et ça va donner un enthousiasme, une passion et surtout des instruments artistiques concrets. Et avec ces concrets de narration, avec ça dans les mains, artistes comme Giulio Caccini, Jacopo Peri, Emilio De Cavalieri, Marco da Galliano a créé, et puis encore Claudio Monteverdi, il a créé quelque chose qui est la traduction de l'ancienne tragédie grecque dans sa contemporanéité. Eh bien, je pense que toutes les fois que le théâtre a la nécessité de voir, de créer quelque chose pour le futur, et je pense que ce moment historique après la pandémie, et pour parler aussi d'un temps qui est échangé pour toujours, on doit passer pour la connaissance et la conscience que c'est seulement le passé, la conscience parfaite du passé qui peut créer et peut dessiner quelque chose qui sera autrefois une autre révolution. Je voudrais penser que grâce au théâtre grec, on va créer une manière différente aussi pour le théâtre du futur et d'aujourd'hui. Monsieur Livermore, pour cette réflexion sur les origines de la récupération de la culture classique dans notre culture. Il est important, comme vous le dites, de ne pas perdre de vue nos origines et nos racines et la manière de laquelle notre culture occidentale a récupéré la culture ancienne, la tradition de la culture classique. Monsieur Philippe Brunet n'est pas seulement un professeur de grec et il enseigne les humanités numériques à l'université de Rouen, mais il a aussi fondé une compagnie théâtrale, la compagnie Demodokos, et donc on serait heureux de connaître votre histoire personnelle de chercheur et de helléniste, mais aussi les activités de votre compagnie théâtrale ici en France. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être à l'Institut culturel italien et en dialogue avec l'Institut de drame antique de Syracuse. Bonsoir madame. Bonsoir à vous monsieur. Et bonsoir monsieur Livermore. Je viens d'écouter, découvrir avec intérêt votre passion pour le théâtre antique et la tragédie grecque. Pour moi, le théâtre a toujours été très important dans mon enfance. Je suis allé beaucoup au théâtre quand j'étais enfant. Mais je n'ai pas étudié le grec. J'ai fait un peu de latin au lycée, mais j'avais ce désir très profond de pouvoir lire dans la langue originale les textes que je voyais traduits excellemment en allemand. Je lisais beaucoup l'allemand quand j'avais 15 ans. Et je lisais chez Goethe, Schiller, je lisais les strophes antiques d'Horace, ou Sappho, ou Alcée, dans la langue de Klopstock ou de Hölderlin. Et je voyais qu'en France, en français, nous n'avions que des alexandrins très magnifiques, mais rimés, néoclassiques, mais venant, disons, un peu de Versailles. Donc j'ai toujours l'impression qu'en France, on n'avait pas quitté le XVIIe siècle. J'aime beaucoup le XVIIe siècle, j'aime beaucoup Racine et j'aime ensuite Chénier, mais je cherchais quelque chose de plus fondamental, et donc c'est l'étude du grec
qui m'a poussé vers l'étude de la métrique grecque, de la prosodie. Et c'est l'étude de la prosodie qui m'a poussé vers la chorégraphie et la mise en scène. Parce que pour moi, l'art du théâtre grec, c'est un art de la parole grecque. Et cette parole grecque, elle est gestuelle, elle est chorégraphique, elle est mouvement corporel, elle est respiration dans la langue et dans le rythme de la langue. Et puis j'avais une deuxième activité, c'était que quand on a 17 ans, on rêve tous d'être poète, bien sûr, et on écrit des choses plus ou moins inoubliables. Mais un jour, j'ai rencontré un jeune traducteur, il s'appelle André Markovitch, on avait 20 ans tous les deux, et lui, venant du russe et de la tradition russe, il traduisait Catulle, le poète de Vérone, en français rythmé, mais néo-antique, avec les accents battant le rythme de la scansion latine. Et j'étais un peu surpris et en même temps tout à fait passionné. Et je me suis... Alors il m'a dit, tu devrais traduire l'Iliade. Et j'ai fait ça. Pendant 25 ans, j'ai traduit l'Iliade. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai travaillé comme helléniste pour chanter Meninaïde Thea Peleiado Achilleus Olominen Hamuria Kaiois Algeteke Pollas diptimus psukas avidi proiapsi Heron autos de gloria teuque cunessi noi sit daita dios de tele et tobole. Mais en même temps, je voulais rendre la possibilité de l'obtenir en français dans la prosodie grecque, mais en français. Et c'est devenu quelque chose comme chante déesse, lyre d'Achille, Péléiade, lyre funeste qui fit la douleur de la foule achéenne, précipita au fond de l'Hadès nombre d'âmes vaillantes, de guerriers livrant aux chiens leur corps en pâture et à tous les oiseaux achevant le festin du Chronide. Et donc cette possibilité de l'hexamètre à scander en français, à restituer, à chanter en grec ancien ou en latin, bien sûr, avec les poètes latins, c'est ça qui un jour a fait que c'était irrésistible, que je me suis mis au théâtre avec... J'ai travaillé avec un metteur en scène américain, Robert Ayers, on a créé le Retour d'Ulysse en 95, et depuis 25 ans, je fais ça, je travaille, je mets en scène avec des jeunes comédiens, des étudiants, on forme des chœurs, et on travaille cette matière brute. Et mon premier spectacle, c'était À quand Agamemnon, en 97. Et ensuite, j'ai continué l'Orestie. Et en 2018, j'ai joué les 7 pièces avec ma troupe. Après, ils étaient épuisés. Alors, heureusement, il y a eu la pandémie, hein, donc on a pu s'arrêter. Et puis, juste avant, en 2019, on avait été censuré. Le spectacle des suppliantes avait été bloqué. Et on s'est reposé pendant 1 an et demi. Et là, on repart au combat et on a attaqué l'Odyssée. L'histoire est fascinante et il a été aussi passionnant de vous entendre réciter, parce que tout de même, quand on parle de théâtre, on aime aussi entendre du théâtre en grec et en français. Et ça tombe bien parce que nous sommes en train ici à l'Institut de diffuser une série de petites pilules de poésie de jeunes, de nouveaux poètes italiens en ligne encore malheureusement. Et donc je dirais que tout se tient, qu'aujourd'hui nous retraçons et nous reprenons l'activité que nous sommes en train de lancer. Et je dois aussi rappeler à notre public que cette rencontre se place dans le cadre d'une exposition que nous avons ici à l'Institut sur les îles mineures, dites mineures italiennes, donc les toutes petites îles de notre pays qui sont méconnues et souvent associées, trop associées à l'immigration comme Lampedusa. On oublie que nos îles ont une vie à elles-mêmes, qu'elles ont un patrimoine culturel et naturel. Et donc, on a voulu, avec cette exposition, les raconter. D'ailleurs, on est dans une année où les îles revêtent une importance capitale. Ici, en France, on célèbre le bicentenaire de Bonaparte.
Et Bonaparte a toute une histoire liée aux îles, l'île où il est né, où il a été exilé, et celle où il est mort. Donc voilà, je dirais que le cadre est complet. Et puisque tous, vous avez parlé de lettres grecques, de poésie grecque, voilà, je voudrais revenir à un sujet qui me tient à cœur. Très peu de jeunes aujourd'hui étudient les langues classiques et les humanités, qui par contre étaient autrefois le parcours obligé pour tous ceux qui voulaient faire partie de la classe dominante d'un pays. Qu'en est-il aujourd'hui, d'après vous? Et un retour à l'étude des classiques, est-il possible? Madame Valencise, une première réponse de votre part. Nous avons une moindre menace en Italie par rapport à celle que les autres pays connaissent, comme la Grande-Bretagne, peut-être la France. Pourquoi? Parce qu'il y a un socle d'études classiques qui existe encore, malgré la désaffection et surtout malgré la difficulté d'apprendre et donc d'enseigner le grec ancien. Et c'est le socle de l'Institut liceo classico, le lycée classique. Et il y a aussi en Italie une très forte attirance, une très forte séduction à l'égard de la mythologie ancienne et des textes classiques. Et il y a énormément de livres qui sont publiés tous les ans. Je rappelle que l'un des plus grands best-sellers des dernières années, c'est un best-seller, c'est un livre, c'est un essai d'une jeune écrivain italienne, serbo-italienne, qui s'appelle Andrea Marcolongo, et qui a donc écrit une sorte de bréviaire sur la beauté du grec ancien, de la langue grecque ancienne, qui s'appelle la lingua geniale. Elle a utilisé le même titre du best-seller de Elena Ferrante, l'amica geniale, l'ami génial. Et là, donc, d'une façon complètement surprenante, inattendue, vendu des centaines de milliers d'exemplaires, si bien que tous les grands académiciens, tous les grands professeurs de littérature et de philologie grecque se sont mis à l'œuvre maintenant pour écrire leur prontuaire, leur essai sur la beauté du grec ancien. Le dernier, par exemple, est Nicola Gardini, qui vient de publier un petit livre chez Garzanti et qui va sans doute faire un tabac. En plus, de mon point de vue, de mon point d'observation à Syracuse, je peux vous dire qu'à travers les initiatives et les programmes théâtraux des Linda, l'Institut du drame ancien, nous avons une espèce de thermomètre constant de l'intérêt de la tragédie classique et du drame classique chez les spectateurs, qui ne sont pas forcément des spectateurs cultivés. Notre public est un public populaire. Vous avez la possibilité ici à Syracuse, c'est assez extraordinaire, de rencontrer un pâtissier ou les garçons d'un bistrot ou un employé de maison qui vous dit « J'ai assisté à la production des suppliantes, mais j'ai trouvé que vous n'avez pas beaucoup souligné cet aspect plutôt que l'autre. » Ou qui vous dit l'interprétation de l'Ajax de la mise en scène par Emma Dante il y a quelques années n'est pas vraiment correspondante à la folie d'Ajax parce que qu'est-ce que cela veut dire? Il y a dans le public commun ici à Syracuse quelque chose d'assez miraculeux. Les gens reconnaissent, les gens connaissent et les gens reconnaissent les différences. Ils sont attachés au théâtre classique comme s'il y avait ici une mémoire qui traverse les temps, qui traverse les siècles et qui s'ancre dans la vie réelle, dans la vie du public populaire et ouvert. Et ce qui est très réconfortant, parce que quand on nous dit la culture classique est menacée, nous n'allons pas pouvoir mettre en scène les Eumenides, parce que le procès d'Oreste porte sur la théorie
séminale d'Aristote, et donc sur la différence entre Agamemnon, qui porte l'embryon, qui porte la sémence, et Clytemnestre, au contraire, qui n'est que le réceptacle de cette sémence. Donc, c'est l'une des raisons qui explique pourquoi l'assassinat d'Agamemnon, l'assassinat du père, est beaucoup plus important que l'assassinat de la mère de Clytemnestre. Et si vous pensez que nous allons être menacés d'ici quelques temps, parce qu'il y aura les féministes radicales qui vont dire il est absolument impossible, il est absolument interdit de mettre en scène cette discrimination de genre, cette différence de genre de nos jours. Il faut bannir toute espèce de discrimination. Nous allons faire une œuvre de résistance, nous allons faire une œuvre de anticonformisme, et je suis très reconnaissante à des artistes qui ont une grande vision, une grande sensibilité, telle que David Livermore, qui a voulu coproduire avec nous l'Orestie cette année et l'année prochaine, d'avoir accepté le défi de venir à Syracuse. Sachez que David Livermore a été l'auteur d'un des plus grands succès de l'Institut du drame ancien, parce qu'il a mis en scène l'Hélène d'Euripide il y a 2 ans, et il a été l'un des bookbusters de la saison, l'un des succès les plus grands de public et de billetterie. Et donc, je suis particulièrement reconnaissante parce que David, il a voulu, et c'est intéressant de lui poser la question, il a voulu rendre contemporain, il a su rendre contemporain une œuvre écrite il y a 2700 ans comme s'il était les dépôts de valeurs, les dépôts d'un débat de conscience qui intéresse l'homme contemporain. Et c'est ce qui fait la grandeur, non seulement de ces mises en scène, mais aussi la grandeur et le défi d'un institut tel que le nôtre, fondé il y a 100 ans par un groupe de mécènes siciliens au nom de la gratuité, de la connaissance et de la liberté de l'art. Monsieur Brunet, est-ce que la culture classique peut nous sauver de la culture de l'effacement et de sa tyrannie? Question très difficile, puisque j'ai failli être effacé en 2019 pour Les Suppliantes, et la pièce avait été bloquée, devait être jouée à la Sorbonne, à l'Amphi Richelieu, et des militants, activistes ont voulu la bloquer parce que les années précédentes, j'avais maquillé de couleur foncée les filles, les Danaïdes et les Égyptiades, les envoyés des Égyptiades dans la pièce d'Échille. Et cette année-là, j'avais des masques. Mais je n'ai pas pu les montrer ce jour-là. Mais on a rejoué grâce aux ministres qui sont intervenus. Donc on a pu rejouer la pièce le 21 mai. Je suis en train d'en faire un film. Et je pense que ce qui a été attaqué, c'était le fait qu'on puisse devenir l'autre, qu'on puisse jouer l'autre. Et il est évident que toute la leçon du théâtre, c'est de jouer l'autre. Si nous lisons Échille aujourd'hui, c'est parce qu'il a une vision de l'autre, c'est parce qu'il a une vision mondialisée, complètement cosmique du monde et du théâtre. Que le théâtre, c'est le monde. Il met en scène les Perses, il fait venir les Perses dans Athènes, au théâtre de Dionysos, joué par des Grecs. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, bien sûr. Et c'est cette liberté, le fait de pouvoir jouer l'autre, l'homme du passé, du mythe, Aias, dont parlait Madame Valancise ou d'autres, et aussi bien que les contemporains. Les Perses, c'était des contemporains, puisque la pièce a eu lieu 8 ans après la bataille de Salamine. Et donc, elle était rejouée même à Syracuse, à l'époque, il y a quelques années. Et voilà, donc je pense que nous défendons non pas un privilège d'une culture d'élite, mais au contraire, la seule peut-être référence en Europe qui soit transcommunautaire, qui n'est pas liée à aucun parti pris religieux, aucune tribu. Et donc, c'est ça, en fait, dans le fond, qui est attaqué, je crois. Et en tout cas, on voit bien que dans les banlieues, on en parlait, dans les classes des lycées, des collèges, ceux qu'on appelle les beurs et les beurettes, et surtout les beurettes,
ont soif d'apprendre le latin. Parce qu'il y a des enseignants derrière qui transmettent cette culture et il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir l'enseigner. Mon expérience au théâtre, c'est que les étrangers, entre guillemets, tous ceux qui n'ont pas eu cette culture, qui sont aussi d'une certaine manière étrangers à la tragédie grecque, qui n'ont pas lu Homère, qui n'ont pas fait de grec ancien, les comédiens du conservatoire ou d'ailleurs, ou des étudiants, ils étaient tous tout à fait bouleversés par le fait de pouvoir dire les vers d'Homère, d'Échille, en français ou en grec. C'est pas encore d'autres questions, mais déjà le seul fait de pouvoir interpréter, d'avoir accès, de pouvoir faire sien ces personnages et de pouvoir en changer, même si on change de masque, on peut jouer plusieurs personnages. Cette liberté d'appropriation, elle est tout à fait fondamentale dans la culture aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne pourra pas l'attaquer complètement, jamais. Dites est rassurant et aussi il nous confirme dans le fait que très souvent, c'est les nouvelles générations et les nouvelles civilisations qui viennent en contact avec la nôtre qui donnent un avenir à notre culture. Une question, la dernière pour M. Livermore. Nous sortons péniblement d'une pandémie et notre monde ne sera plus le même après. Comment exprimer au théâtre ce bouleversement? Y a-t-il une tragédie grecque pour raconter cela aussi? Alors, il y a beaucoup de tragédies grecques qui peuvent raconter exactement notre temps. Mais surtout, je pense que le premier acte d'Œdipe Roi, de Sophocle, c'est parfait. C'est parfait pour raconter exactement la chose qui nous manque dans une période historique incroyable comme lequel nous vivons maintenant, le période d'une pandémie. Parce que dans la culture grecque, dans ce moment, la chose plus incroyable qui est peut-être une révolution pour nous aujourd'hui, c'est la question que le grec fait à soi-même. Et en face à la peste, en face à la pandémie, dans le premier acte de l'Œdipe Roi, la gente dit qui est le responsable, qui a fait ça, qui a fait cette offense au ciel et pourquoi nous vivons en chose comme ça. Et l'investigation à chercher le coupable, c'est la chose plus exceptionnelle comme acte de militance, pour être capable de changer le destin, de trouver une solution en face à un moment terrible comme ça. Alors, si nous faisons exactement comme le grec dans le premier acte de Édipe Roi, veut dire que nous ne cherchons seulement pas un vaccin, une solution, un médicament comme ça, mais nous cherchons la raison plus profonde pour avoir un équilibre différent dans notre société, un équilibre différent entre le rapport avec l'homme, la nature, l'homme, la culture. Et alors, c'est pour ça que, par exemple, à Genova, dans le moment que nous avons vécu le deuxième lockdown en Italie, le théâtre pour la deuxième fois ont été fermés. Bon, alors j'ai eu la nécessité et le désir tellement fort d'ouvrir et de créer quelque chose pour donner du travail, de l'argent, du travail, du contrat à la communauté des artistes. Et j'ai créé une monstre pas dans un théâtre, mais exactement comme une exposition dans le palais de l'exposition di Genova, le Palazzo Ducale, que s'appelle Edipo Io Contagio. Veut dire que nous avons utilisé le mot, les phrases, les paroles de Sophocle dans le premier acte d'Édipe Roi. Et nous avons créé un parcours avec beaucoup de scénographie, blabla, etc., mais surtout avec des acteurs dans
derrière de verre, comme des objets, une exposition qui a parlé, a utilisé les paroles pour toucher l'âme de la gente, du public. Et le public a dit, c'est incroyable comme les paroles, les mots de 1500 années sont tellement capables, et pas seulement capables de montrer est-ce que nous vivons, mais encore de donner un parcours, une possibilité pour trouver une solution. La solution, ce n'est pas de trouver Édipe, le coupable, mais c'est de trouver notre manière d'être en harmonie avec le monde, avec la nature, avec la culture, avec l'industrie, avec toutes les choses que on est sûr qu'il a créé une disharmonie capable de vivre le terrible et tragique jour que nous vivons dans les dernières 2 années. Je remercie nos invités pour cette conversation agréable et enrichissante sur le théâtre grec et sur le monde classique. Et je vous invite à aller donc à Syracuse au théâtre grec, redécouvrir le théâtre antique et sa tradition, d'aller au théâtre de Gênes, découvrir des spectacles de mise en scène par M. Livermore et de suivre les activités de la compagnie théâtrale de Modokos. C'est du théâtre, c'est du vivant, et maintenant que les conditions sanitaires nous le permettent, il faut en profiter. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée. Merci à vous. Merci, bon festival. Merci à tout le monde.